Alors comme prévu, je vais vous proposer aujourd'hui un cours en ligne. Nous avons commencé le chapitre 1, Essor et déclin des puissances, un regard historique, et grand 1, Essor et déclin de l'Empire ottoman. Vous savez que dans la deuxième partie, on s'intéressera à la renaissance de l'Empire russe post-soviétique. Alors je vais alterner des périodes de prise de notes, où je vous dirai prise de notes, je l'indiquerai, où vous commencez à noter ce qu'on a appris. Il y aura un test à la fin de cette vidéo. Et je vais commencer par rappeler ce qu'on a dit vendredi. Donc là, inutile de prendre des notes, c'est des choses qu'on a déjà écrites dans le cours lors de la dernière séance. Donc on avait expliqué dans un grand A la naissance d'un empire, que cet empire turc musulman avait mis 2 siècles à émerger. On trouve ses origines au XIIIe siècle avec l'association de quelques tribus turques d'Anatolie. Entre le XIVe et le XVe siècle, ces Ottomans vont faire la conquête de l'Empire byzantin. La prise de Constantinople par Mehmed II, 1453, est un événement majeur. À partir de cette date, le sultan ottoman se veut l'héritier des empereurs byzantins. Il va reconstituer pratiquement l'ensemble de l'Empire en conquérant l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Anatolie. Il se proclame également calife, guide de tous les musulmans et héritier du prophète. L'Empire atteint son apogée avec Soliman le Magnifique au XVIe siècle. On avait vu ensuite que l'Empire était cosmopolite, c'est-à-dire qu'il était composé de plusieurs populations d'origines diverses, que c'était également que la capitale Istanbul, nouveau nom de Constantinople, est un carrefour commercial très important. J'ai corrigé le petit travail de Thibault, correct, mais attention, ce qui bien évidemment aide grandement la ville commercialement, il ne faut pas utiliser le mot commercialement, il faut utiliser économiquement, qui est plus correct. 4 sur 5. J'ai demandé également à Maxence de rechercher le sens du mot défirmer. Alors, comme il l'a bien trouvé, défirmer signifie ramassage, récolte. Alors, il ne s'agit pas d'un ramassage, une récolte de blé, de céréales, c'est un ramassage de personnes. On ramasse des gens, si vous voulez. C'est un système de recrutement forcé. On lui donne d'ailleurs le nom d'impôt du sang. Cet impôt du sang, donc, c'est un enlèvement d'enfants chrétiens entre 8 et 18 ans, qui sont ensuite formés par l'Empire ottoman, soit dans l'administration, soit dans l'armée, où ils forment d'ailleurs le corps d'élite des janissaires. Alors 4 sur 5, c'est bien répondu. Attention, vos images ne sont pas légendées. Si vous mettez des images, justifiez-les et expliquez d'où elles viennent et quel est leur sens. La dîma, c'est le travail de Clémence, elle a bien trouvé. La dîma, c'est un statut juridique inférieur associé aux juifs et aux chrétiens par la loi musulmane, elle aurait dû préciser, dans l'empire chrétien, dans l'empire ottoman, pardon, naturellement. Alors ces juifs et ces chrétiens devaient donc suivre des lois différentes des autres habitants de l'empire. Il aurait peut-être été intéressant là de préciser, donc 4 sur 5 manquaient quelques éléments. Notamment les dhimmis, ceux qui sont soumis à la dîma, payent plus d'impôts, des impôts supplémentaires que les musulmans ne payent pas. Alors la gestion des territoires est pragmatique, on l'avait vu, puisque les Ottomans associent les populations conquises à cette gestion des territoires. Cet historien nous indique que l'organisation de l'Empire est donc basée sur l'idée de la conservation des usages et des traditions des pays dominés. Donc on voit cette capacité d'assimilation très forte de cet empire ottoman. Donc, prise de notes maintenant. Toujours la partie A, vous sautez une ligne, c'est une deuxième petite partie. Cet empire ottoman est un empire cosmopolite. Il est composé d'une mosaïque de peuples. On y trouve des musulmans, majoritaires naturellement, mais aussi des juifs et des chrétiens. Grecs, arméniens. Qu'ils soient juifs ou chrétiens, ces habitants ont un statut inférieur aux musulmans. Ils sont considérés comme des citoyens de deuxième zone, des dhimmis, qui doivent notamment payer des impôts supplémentaires. À l'image de l'Empire, Istanbul est une ville particulièrement cosmopolite. Mehmed II, après sa conquête, a repeuplé la ville par des populations musulmanes, mais aussi chrétiennes. Il a fait venir notamment des juifs expulsés d'Espagne. On trouve à Constantinople des églises, un quartier réservé aux marchands chrétiens, le quartier de Galata, des mosquées et des synagogues. La pérennité de l'Empire
s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, la capacité des Ottomans à fédérer des peuples extrêmement divers. Généralement, lorsqu'ils effectuent une conquête, les Ottomans respectent les coutumes locales. Et ils s'appuient ensuite sur les élites hongroises, slaves en général, africaines, syriennes, arabes, pour diriger les peuples conquis. Ce sont également ces peuples qui ont la responsabilité de défendre les frontières de l'Empire. On rappelle que le Devshirme est un système de recrutement forcé de jeunes chrétiens qui deviennent ensuite des cadres de l'armée, les janissaires, les corps d'élite, ou des cadres de l'administration ottomane. Le grand vizir, qui est le premier ministre, le principal dirigeant politique de l'Empire, qui dirige la sublime porte, le nom qu'on donne au gouvernement ottoman, eh bien ce grand vizir est très souvent d'origine chrétienne, ce qui montre bien la volonté de brassage de cet empire ottoman. Alors, cependant, à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, on voit déjà pointer une remise en cause de cet empire. Alors là, on arrête la prise de notes, on va noter tout ça tout à l'heure, mais on peut noter le travail ici qui a été fait par votre camarade, la bataille de Lépante, qui a lieu en 471 dans le golfe de Patras, donc en Grèce, est la première grande défaite des Ottomans contre la flotte chrétienne. Donc, Yusra nous donne des détails. La bataille oppose les Ottomans aux Vénitiens, aux Espagnols, au sein d'une sainte ligue. Et les Ottomans vont un peu perdre leur suprématie sur la Méditerranée, même si elle précise bien que, en réalité, les conséquences de la bataille ne sont pas aussi catastrophiques que ça pour les Ottomans. En tout cas, on retient que cette bataille est un premier coup d'arrêt à l'expansion ottomane. 4 sur 5 pour ce travail, c'est bien. Question 16, l'Empire ottoman a été battu lors de la bataille à Vienne. Alors là, c'est un peu mal exprimé. Elle a échoué 2 fois, les Ottomans ont échoué 2 fois à prendre Vienne. Et ça, c'est un signe que leur expansion s'arrête. La ville de Vienne, ils ne parviennent pas à la prendre. Il y a d'ailleurs une légende qui raconte que, vous savez, les fameuses viennoiseries que l'on consomme dans les cafés, eh bien, le croissant serait une reproduction du croissant de lune du drapeau turc. Et que donc, pour fêter la victoire, les habitants de Vienne ont conçu cette pâtisserie qui est le croissant. Alors, bataille de Vienne, elle n'a pas du tout eu lieu, comme le dit votre camarade, en 1863, mais au XVIIe siècle, hein, donc 2 siècles avant. Au profit des Européens, Perses et Russes, je ne vois pas ce que les Perses sont d'Européens, donc une autre erreur encore là. C'est une bataille perdue à Vienne contre l'Empire des Habsbourg, hein, contre les Autrichiens. Ça marque pas le déclin de l'Empire. Attention, là aussi, la formulation est maladroite. Ça marque le début du déclin, le tout lent début, parce que l'Empire va mettre très longtemps à s'effondrer. Et puis, les Ottomans n'étaient pas du tout sous le règne de Soliman à ce moment-là. Soliman était décédé depuis 1566. Alors attention, dans ce type de recherche, Maëlys, il faut faire attention, il faut vérifier ses sources, il faut vérifier les dates, pour éviter les erreurs. Donc, on peut prendre des notes. Troisième partie de la partie A, on saute une ligne. On constate une remise en cause de cette puissance ottomane dès le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc, un déclin qui débute au XVIIe siècle. L'Empire ottoman s'oppose aux puissances chrétiennes et il est vaincu en 1571 à la bataille de Lépante. Il perd ainsi le contrôle total de la Méditerranée. Il échoue également lors du siège de Vienne en 1683. À partir du XVIIIe siècle, l'Empire doit également faire face à la rivalité avec la Russie, qui s'empare de ses possessions autour de la mer Noire. Déclin territorial, mais également déclin économique. En effet, avec la découverte de l'Amérique, on constate un basculement de l'économie mondiale, de la Méditerranée vers l'Atlantique, et naturellement, l'Empire ottoman se retrouve marginalisé. Les rentrées fiscales diminuent, les ressources sont moindres, la corruption est importante, et donc c'est le début du déclin de cet empire. Alors, ici, vous avez un résumé de l'ensemble de ce que nous avons vu dans cette première partie, grand A, A1, A2, A3. Nous allons maintenant passer à la partie B. Alors, ce petit schéma nous montre bien qu'entre 1844 et 1901, en un peu plus de 50 ans, on a un déclin important de la population de l'Empire. Alors,
Pierre a essayé de s'interroger. Pourquoi? Alors sa réponse est un peu longue. Naturellement, la raison essentielle, c'est les pertes territoriales. L'Empire perd énormément de terrain, 3 sur 5, la réponse est un peu longue, elle ne dégage pas vraiment l'idée générale. Quel pays profite de l'affaiblissement de l'Empire ottoman pour obtenir leur indépendance? Ce sont qui? La Syrie et l'Irak. Je ne comprends pas bien ce qui n'a rien à faire là. Lydia, qui profite de l'affaiblissement de l'Empire ottoman, c'est pas vraiment la question, c'est-à-dire, pour obtenir l'indépendance, d'accord, mais tu as oublié beaucoup de pays. Regardons, alors là, phrase mal constituée, erreur dans la formulation. Si on regarde cette carte, on remarque que l'Irak et la Syrie n'obtiennent pas du tout leur indépendance. Au contraire, ils sont en violet, donc mandat britannique. C'est les Britanniques qui vont prendre le contrôle de ces pays. Ils ne sont pas indépendants. Non, les pays indépendants sont les pays qui se trouvent dans les Balkans, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce. Avec chaque fois la date de l'indépendance qui est précisée. Alors, autre réponse, celle de Léa, sur le petit journal. Donc, ce journal s'appelle le petit journal. C'est pas une illustration de journal, c'est la première page. La première page d'un journal s'appelle la une. Ce document représente la une du petit journal. Et on voit, alors là c'est un peu un défaut dans sa présentation, quand vous présentez un document, il faut décrire ce qu'il présente. Et ici on voit que les puissances européennes sont en train de grignoter l'Empire, d'arracher des morceaux, des pans de cet empire. Il y a un texte qui apporte des explications. L'Empire ottoman est l'homme malade de l'Europe, tout à fait, car le sultan assiste impuissant à la décomposition de cet empire. Il aurait peut-être fallu préciser quels sont les pays européens engagés dans ce dépeçage de l'Empire ottoman. 3,5 sur 5. Quelle puissance européenne profite de l'effondrement de l'Empire? Alors là, votre camarade Ilona a choisi de faire un listing, mais défaut, elle a pris des cartes modernes. Il aurait fallu prendre des cartes de l'époque, et j'aurais préféré une carte d'ensemble. Donc, les puissances européennes profitent de l'effondrement de l'Empire. Il aurait peut-être été intéressant de dire que la France s'emparait de l'Algérie et de la Tunisie, que l'Italie s'emparait de la Libye, expliquer quels sont les gains de la Grande-Bretagne, notamment en Irak, en Mésopotamie, la Russie, etc. Donc là, ça manque un peu de précision. 3 sur